Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du troisième chapitre du cours intitulé Décisions tactiques en supply chain. Les principaux objectifs de cette vidéo, c'est de connaître les différents modèles d'organisation d'une supply chain, de connaître les différents modes de pilotage d'une supply chain et de connaître le modèle SCORE et son utilisation pour améliorer les performances d'une supply chain. Donc la première question qu'on va aborder, c'est quels sont les modes d'organisation, ce qu'on appelle également les niveaux d'évolution d'une supply chain. Les entreprises débutantes sont dans ce qu'on appelle une situation de base. Dans cette situation, elles connaissent plusieurs dysfonctionnements, comme par exemple l'absence d'objectifs clairs et communs, l'information qui ne circule pas correctement entre les différentes fonctions, ce qui fait que chaque fonction est gérée de manière indépendante des autres en utilisant des stocks de découplage, c'est-à-dire un stock en amont de chaque fonction qui lui permet de fonctionner au moins pendant une certaine durée, même si la fonction amont est en retard ou en arrêt. Ces stocks sont évidemment coûteux pour l'entreprise, ce qui la rend très peu performante à ce niveau. Dans le cadre de l'apparition du juste à temps, dans la deuxième moitié du siècle dernier, l'entreprise a commencé à vouloir réduire ses stocks pour gagner en efficience. Le premier niveau d'évolution de la supply chain depuis sa situation de base consiste donc à commencer à faire les optimisations locales à l'intérieur de chaque type de processus, achat, production et distribution, pour améliorer le coût, les délais et la qualité et réduire les stocks par rapport à la situation de base. C'est ce qu'on appelle l'organisation à dominante fonctionnelle ou en anglais Atomistic Supply Chain. Le développement des systèmes d'information dans les années 90 a permis de mieux maîtriser les flux d'informations en termes de mouvement des produits et de planification des besoins, ce qui a permis de mieux maîtriser l'ensemble des processus internes de l'entreprise et donc d'accéder au deuxième niveau d'évolution de la supply chain qu'on appelle une supply chain intégrée, en anglais Integrated Supply Chain. Dans ce type de supply chain, l'entreprise détruit les barrières interfonctions et améliore son processus interne au global, ce qui a pour conséquence de réduire encore plus les stocks par rapport au niveau fonctionnel. Grâce toujours aux technologies de l'information, en particulier celles qui supportent la collaboration et la coordination entre partenaires externes de la supply chain, l'entreprise peut repousser les limites amont et aval de planification chez les fournisseurs des fournisseurs et les clients des clients, et ainsi accéder au troisième niveau d'évolution qu'on appelle la supply chain étendue, en anglais Collaborative Supply Chain. Dans la supply chain étendue, l'entreprise collabore avec son réseau externe pour améliorer les performances de la supply chain dans sa globalité en réduisant les stocks dans la gestion globale. La plupart des entreprises sont maintenant au niveau intégré ou étendu de leur développement. Aujourd'hui et plus encore dans le futur, on retrouve un quatrième niveau de supply chain appelé supply chain hyperconnectée, en anglais Hyperconnected Supply Chain. Ces supply chains se basent sur les principes et les technologies de l'industrie 4.0 comme l'automatisation, l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets, afin de répondre rapidement à l'évolution des comportements des consommateurs. Dans ce qui suit, nous allons voir plus en détail les caractéristiques de chacun des niveaux. Donc pour l'organisation à dominante fonctionnelle qui constitue le niveau 1 de l'évolution d'une supply chain, elle vise principalement à produire un produit fiable, reproductible et conforme aux spécifications et au coût le plus faible possible. Pour cela, les entreprises de niveau 1 s'organisent en silos, c'est-à-dire suivant les principaux processus, achat, approvisionnement, production et distribution physique. Ces fonctions travaillent de manière isolée et peu coordonnées et mettent en place des relations clients-fournisseurs internes pour gérer les interfaces avec les autres processus, ce qui explique les stocks importants pour permettre aux différents processus de fonctionner de manière indépendante. Chacun des processus essaie de faire sa propre optimisation locale pour améliorer la qualité et réduire le coût. Ainsi, les achats, par exemple, vont essayer de réduire le prix d'acquisition et améliorer la qualité des produits et services achetés. La production va se concentrer sur la productivité et l'excellence technologique et la distribution va essayer de garantir une livraison à temps sans dommage. Évidemment, l'optimum global n'est pas la somme d'optimums locaux.
Donc les entreprises centrées sur une organisation fonctionnelle sont souvent peu performantes car le besoin du client final n'est pas au centre des préoccupations des différents processus. Au niveau 2 de l'évolution de la supply chain, on retrouve ce qu'on appelle une supply chain intégrée. C'est une organisation qui commence à décloisonner les barrières entre les différents processus et à construire une organisation orientée vers le client. Au niveau 1, souvenez-vous, l'entreprise a déjà considérablement travaillé sur l'amélioration de sa qualité et la réduction de ses coûts. À ce niveau 2, elle va essayer de mettre l'accent sur le respect des lead times pour satisfaire la demande des clients. Une culture prenant en compte les relations avec les clients et les fournisseurs internes se développe au sein de l'entreprise. L'ensemble des acteurs de l'entreprise commence donc nécessairement à entrer dans une relation de collaboration. Pour mieux intégrer les métiers de planification et d'exécution et pour fluidifier la circulation du flux d'informations, l'entreprise mettra en place des systèmes d'information de type ERP. D'un point de vue pilotage, on nommera un responsable supply chain qui supervisera l'ensemble des stratégies et démarches de progrès visant l'amélioration de l'ensemble de la supply chain interne. Ainsi, ce niveau de maturité visera le service client et non plus les optimisations fonctionnelles locales. Au niveau 3 de l'évolution de la supply chain, on retrouve ce qu'on appelle une supply chain étendue. L'entreprise va commencer à chercher des potentialités d'amélioration de ses performances, non seulement à l'intérieur de son organisation, mais aussi à l'extérieur, au travers d'approches coopératives avec leur chaîne de fournisseurs et de clients. Certaines entreprises étendent même leur collaboration à des partenaires extérieurs de leur réseau qui peuvent appartenir au même secteur d'activité ou peuvent être des partenaires d'une alliance. Ces approches collaboratives vont au-delà du simple partage d'informations et visent de réelles synergies à travers, par exemple, le redesign en commun de produits et de services ou encore le partage de processus et d'infrastructures comme le groupage de lignes de transport entre entreprises, la consolidation d'expéditions pour remplir des camions, des wagons ou des conteneurs, ou encore la collaboration dans l'entreposage pour bénéficier d'économies d'échelle et diminuer en même temps les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de ces entreprises est alors de repenser leur réseau supply chain pour établir des groupes de sociétés étroitement liés qui mettent en commun leurs ressources afin d'établir un avantage compétitif sur le marché, en tirant parti de l'essence même de la notion de la supply chain, c'est-à-dire un management global du fournisseur jusqu'au client final. Au niveau 4 de l'évolution de la supply chain, on retrouve ce que l'on appelle la supply chain hyperconnectée. Ce niveau de maturité de la supply chain est apparu en adaptation à notre époque et plus encore notre futur, qui est caractérisé par une dynamique de marché et des changements technologiques et organisationnels extrêmement rapides. La concurrence s'accroît très rapidement à un niveau mondial, les clients sont de plus en plus exigeants et demandent des produits de plus en plus personnalisés et livrés rapidement. Les canaux de distribution se diversifient et l'entreprise doit pouvoir servir rapidement les commandes sur tous ces canaux. Les entreprises s'implantent de plus en plus à l'étranger, que ce soit pour des délocalisations ou pour toucher de nouveaux marchés et ainsi maintenir, voire améliorer leur rentabilité. Ce qui rend les supply chains de plus en plus complexes avec des réglementations en perpétuel changement, éventuellement de l'instabilité politique, des pénuries de matières premières, des taux de change fluctuants, etc. En réponse à ces nouvelles contraintes, les entreprises qui veulent rester compétitives doivent passer de processus rigides et déconnectés à une approche collaborative et connectée qui s'appuie principalement sur les nouvelles technologies de l'industrie 4.0 et amène à une collaboration hyper connectée entre l'ensemble des acteurs de la supply chain. Grâce à l'Internet des objets, par exemple, les remontées d'informations en temps réel permettent d'être informés en temps réel sur l'état des stocks, l'avancement des commandes et les livraisons. Grâce au big data, les prévisions de vente sont de plus en plus fiables puisque les algorithmes prédictifs
intègre de plus en plus de variables explicatives. L'automatisation des processus d'achat grâce à la RPA, de production grâce aux robots industriels et aux cobots, et de distribution grâce aux drones, aux véhicules autonomes, etc., permettent de rationaliser les opérations, d'accélérer les temps de traitement, de supprimer les erreurs et de réduire les coûts variables. À l'aide de solutions mobiles, de l'IoT, de la RFID, la traçabilité des flux est étendue et renforcée de bout en bout de la supply chain. La blockchain permet d'authentifier et de sécuriser les flux physiques d'informations et financiers dans la supply chain. Toutes ces technologies rendent les supply chains non seulement beaucoup plus productives, rapides et fiables, mais aussi beaucoup plus agiles, c'est-à-dire capables de réagir très vite, à coût acceptable, à des changements inattendus mais récurrents, comme la variation qualitative et quantitative de la demande, de la réglementation, de la technologie, etc., afin de satisfaire les exigences du client. Grâce à la visibilité sur toute la chaîne, la coordination en temps réel et les lead times réduits, les technologies de l'industrie 4.0 permettent également d'améliorer ce qu'on appelle la résilience de la supply chain, c'est-à-dire minimiser l'impact d'une crise ponctuelle, comme par exemple une catastrophe naturelle, un conflit politique, du terrorisme, un piratage, une grève ou une destruction du système informatique, sur les résultats de l'entreprise. Outre les modes d'organisation, une entreprise doit aussi décider de son mode de pilotage. Souvenez-vous de l'organisation en push-pull dont on a parlé dans le chapitre 2 et qui était une sorte de stratégie hybride qui mixait les avantages de la supply chain efficiente représentée dans la partie amont par un flux poussé sur base de prévision de demande et de la supply chain réactive représentée par un flux tiré par la commande du client dans la partie aval de la supply chain. L'avantage de la partie push, c'est la productivité élevée et le coût réduit à travers le principe de conception modulaire. La conception modulaire consiste à standardiser le plus possible une majorité des composants et sous-ensembles qui entrent dans la composition du produit, ce qui permet de proposer une vaste gamme de produits par la combinaison d'un nombre limité de composants standards, chose qui réduit les coûts de fabrication par un effet d'économie d'échelle, mais aussi qui réduit les coûts et les risques de stock, car on garde en stock uniquement un nombre limité de composants standards. Pour la partie pool, l'avantage c'est la flexibilité et la possibilité d'offrir un produit différencié ou personnalisé au client. L'entreprise pourra par exemple procéder au montage de composants standards suivant la commande du client, puis livrer la commande souhaitée au client. La limite entre les parties push et pull s'appelle le point de découplage, en anglais Order Penetration Point ou OPP. Plus ce point de découplage va être situé en aval du processus, c'est-à-dire le plus proche possible du client, plus l'entreprise va gagner en productivité par l'effet d'économie d'échelle sur la partie push. Et plus on va aussi améliorer le service au client en garantissant un lead time court. C'est ce qu'on appelle la différenciation retardée, en anglais postponement. Le produit est donc gardé le plus longtemps possible dans un état standard et ensuite la différenciation du produit standard en un produit final spécifique est rapprochée le plus possible du consommateur en retardant les opérations de personnalisation comme par exemple l'assemblage ou l'emballage. En fonction de la localisation du point de découplage, on retrouve plusieurs modes de pilotage possibles. Le make-to-stock ou la fabrication sur stock signifie qu'on pilote toute la supply chain sur base de prévision de demande, donc en flux poussé, ce qui conduit à la mise en stock de produits finis en magasin. C'est un mode de pilotage utilisé pour les produits standardisés de grande consommation, comme le sucre, la farine, l'huile, les détergents, les yaourts, etc. Le make-to-stock permet de diminuer les coûts de production et de livraison par économie d'échelle et permet aux clients de trouver le produit en rayon du magasin sans délai. Mais le make-to-stock présente aussi des risques car l'entreprise doit maintenir en stock des produits sans être certaine de les vendre. Mais étant donné qu'on utilise le make-to-stock pour des produits standardisés avec une demande plutôt prévisible et stable dans le temps,
Le coût d'obsolescence, c'est-à-dire le coût des produits non vendus, reste cependant maîtrisé. Les commandes pour recompléter le stock sont déterminées par les méthodes de gestion de stock en utilisant comme donnée d'entrée un modèle de prévision de demande. Le deuxième mode de pilotage est le distribution to order, ou la distribution à la demande. Ici, le point de découplage se situe en fin de cycle de montage. Donc les produits finis sont gardés en stock de magasin-usine ou entrepôt jusqu'à ce que la commande ferme du client arrive. À ce moment-là, le produit est conditionné et envoyé au client. Donc les cycles d'approvisionnement et de production sont gérés en flux poussé. Seul le cycle de livraison est géré sur commande. Ce mode de pilotage est utilisé dans le e-commerce. Il permet une petite marge de personnalisation pour le client à travers, par exemple, un conditionnement spécifique. Les coûts et les risques de stock sont toujours présents, mais sont moindres en comparaison au make-to-stock, car si dans le make-to-stock, on a besoin de maintenir un stock de sécurité dans chacun des points de vente, le distribution to order permet de centraliser les stocks dans un entrepôt unique d'où seront livrés tous les clients d'un marché donné. Et cette centralisation va permettre de réduire les stocks de sécurité et donc les coûts et les risques qui y sont liés, tout en gardant le taux de service souhaité au client. Le troisième mode de pilotage est le Assemble to Order, ou l'assemblage à la demande. Ce mode de pilotage distingue deux phases de fabrication. La fabrication de composants et de sous-ensembles lancés en production sur prévision et l'assemblage final qui ne commence que lorsqu'une demande ferme a été enregistrée. Le point de découplage se situe donc en fin du cycle de fabrication de composants, appelé ici cycle d'usinage, avant donc le début du cycle de montage. Le lead time au client est égal au temps d'assemblage plus le temps de livraison. Ce mode de pilotage permet un degré plus grand de personnalisation du produit dans sa phase de fabrication. Le risque pour l'entreprise qui utilise ce mode de pilotage est moindre en comparaison avec le make-to-stock et le distribution to order, car fréquemment, les composants et sous-ensembles peuvent être utilisés dans de nombreux produits finis dans le cadre du principe de conception modulaire, ce qui limite fortement les risques liés au stock par rapport aux deux modes précédents. Le Assemble to Order est par exemple utilisé dans l'industrie automobile ou encore chez Dell qui assemble les PC en utilisant des composants standards pour assembler le PC et répondre à la configuration exacte demandée par chaque client. Le quatrième mode de pilotage est le Make to Order, ou la fabrication à la demande. Ici, le point de découplage se situe en fin de cycle d'approvisionnement, c'est-à-dire que l'entreprise gère son stock de matières premières sur prévision, mais attend la commande ferme du client pour amorcer tout le cycle de fabrication du produit. Le Make to Order permet d'intégrer la personnalisation à une phase amont de la fabrication du produit, c'est-à-dire de fabriquer des composants personnalisés pour un client. Le Make to Order limite les risques pour l'entreprise liés au stock de composants et de produits finis. Par contre, le lead time peut être élevé car il est égal au cycle entier de fabrication plus le cycle de livraison. Ce mode de pilotage est donc conditionné par une grande flexibilité de l'entreprise, rendant les cycles courts de production et de distribution acceptés par le client. Finalement, le dernier mode de pilotage est le Engineer to Order ou la conception et fabrication sur commande. Ce mode implique que toute la supply chain est gérée en flux tiré, c'est-à-dire que les processus d'achat, fabrication et distribution sont déclenchés par le client. C'est le niveau le plus avancé dans la personnalisation. L'Engineer to Order est utilisé dans le pilotage de produits spécifiques, complexes, de valeur élevée et où la personnalisation est un facteur décisif pour le client, comme par exemple un Airbus 380 ou encore la construction d'une maison où le client est impliqué dans les processus d'ingénierie et de choix des matériaux par exemple. C'est ce qu'on appelle dans la typologie de processus de production une production unitaire ou une production par projet. Dans la pratique, une entreprise peut travailler simultanément selon plusieurs modes de pilotage. Les produits standards sont gérés en make-to-stock ou en distribution to order.
Les variantes de ces produits sont assemblées à la commande en assemble to order et des produits spécifiques ne seront fabriqués qu'à la commande en make to order. Maintenant que nous avons vu les modes d'organisation et de pilotage, intéressons-nous à un référentiel reconnu et un modèle de référence de processus supply chain qui s'appelle le modèle SCORE, qui est l'acronyme de Supply Chain Operations Reference. Le modèle SCORE est un des modèles adoptés par les entreprises les plus performantes et un vecteur d'excellence de la supply chain. Il a été développé en 1996 par le Supply Chain Council, qui est une organisation sans but lucratif regroupant à l'origine 2 cabinets de conseil et 69 sociétés américaines comme Intel, IBM ou Procter & Gamble. La supply chain est relativement un concept récent. Avant les années 90, chaque entreprise avait son propre jargon pour définir les activités supply chain. Il était alors difficile d'échanger avec les entreprises externes en des termes précis. Le Supply Chain Council, qui fait aujourd'hui partie de l'APIX, l'Association américaine de Supply Chain Management, a développé le modèle SCORE afin de définir un langage commun qui décrit et modélise les supply chains afin de permettre aux entreprises de travailler plus efficacement les unes avec les autres. Ce modèle a mis en exergue qu'il n'existe pas de différence entre une entreprise industrielle et une entreprise délivrant des services, car le point commun à tout modèle économique, c'est finalement le client. Il n'existe pas de supply chain sans client. Basé sur ce constat, et grâce à de nombreuses mises à jour qu'il a connues depuis sa création, le modèle SCORE sert jusqu'à aujourd'hui de référence pour la planification de la supply chain d'entreprises dans de multiples secteurs industriels et de services dans le monde, comme l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire, l'électronique, la grande distribution, les prestations logistiques, etc. Le modèle SCORE est un outil de modélisation dans le sens modélisation de processus, d'activités, d'indicateurs, de manière claire et structurée et qui permet de profiter des meilleures pratiques du moment pour représenter, évaluer et diagnostiquer la supply chain. Cette méthodologie, qui est entièrement basée sur le client finalement, est générique puisqu'elle s'adapte à tout secteur d'activité, rigoureuse, complète et structurante qui permet d'accélérer la montée en maturité de la supply chain de l'entreprise vers des niveaux d'intégration interne, externe et plus récemment d'hyperconnectivité. La structure de base du modèle SCORE n'est pas difficile à comprendre. Imaginez que vous vouliez préparer un gâteau d'anniversaire. Alors quelles sont les décisions que vous devriez prendre? D'abord, il faudra planifier quand et combien d'ingrédients vous devriez acheter, quand est-ce qu'il faut commencer chaque étape de la recette, etc. afin que le gâteau soit prêt le jour de l'anniversaire. Ensuite, il faudra aller acheter les ingrédients dans votre magasin habituel. Ensuite, il faudra faire votre recette étape par étape. Ensuite, il faudra couper le gâteau et le délivrer ou le servir aux convives. Finalement, on pourra par exemple retourner les assiettes et les verres empruntés de chez les voisins. Les mêmes principes sont utilisés dans le modèle SCORE qui stipule que toute supply chain peut être subdivisée en 5 processus. La planification ou le plan, l'achat-approvisionnement ou le source, la fabrication ou le make, la livraison ou le deliver, et la gestion des retours ou return. La structure de base du modèle SCORE considérait uniquement ces 5 processus. En 2012, elle a été enrichie d'une nouvelle catégorie qui s'appelle Management ou Enable. Le processus plan équilibre la demande avec l'offre pour prévoir les bonnes actions au bon moment concernant l'approvisionnement, la production et la livraison. Le processus source approvisionne les produits et services pour répondre à la demande planifiée ou la demande réelle en fonction du mode de pilotage. Le processus make transforme les matières premières et composants en produits finis afin de répondre à la demande planifiée ou la demande réelle en fonction du mode de pilotage. Le processus deliver distribue au maillon suivant dans la supply chain les produits pour répondre à la demande planifiée ou la demande réelle en fonction du mode de pilotage. Le processus return concerne tous les types de retours de livraison de marchandises dans le cadre des activités de la reverse logistique. Finalement, la dernière catégorie, qui s'appelle enable, est liée à la gestion de la supply chain d'un point de vue règles commerciales,
gestion des risques ou encore réglementation contractuelle et commerciale. Ces processus correspondent au niveau 1 du modèle et sont spécialisés par type de produit selon le mode de pilotage choisi, comme on a évoqué précédemment, c'est-à-dire le make to stock, le make to order ou le engineer to order. Le modèle SCORE se compose de 3 niveaux de détail organisés hiérarchiquement. Cette structure simple et hiérarchique permet d'appliquer le modèle à des entreprises de différentes tailles et différents secteurs d'activité et de concevoir un catalogue qui contient des pages et des pages de meilleures pratiques indépendamment de la spécialisation de l'entreprise. Le niveau 1 de cette structure hiérarchique, comme on l'a vu, est composé de 6 processus fondamentaux: Plan, Source, Make, Deliver, Return et Enable. Ces processus de niveau 1 sont ensuite subdivisés en catégories de processus de niveau 2 qui sont plus détaillés. Finalement, le troisième niveau des catégories de processus sont encore divisés en détails et en sous-processus, appelés éléments de processus, qui sont définis puis ordonnés de manière causale sur la base des inputs et outputs de chaque élément. Pour chacun des éléments, un système de mesure de performance évalue et analyse cet élément. Les indicateurs de performance sont relatifs par exemple au coût, à la flexibilité, à la fiabilité, la réactivité, etc. Le modèle propose ensuite les meilleures pratiques à mettre en place relatives au management et aux fonctionnalités des technologies qui améliorent les performances. L'entreprise peut évaluer ses performances pour chacun des éléments en utilisant les valeurs des meilleures pratiques qui sont proposées comme paramètres d'orientation et de comparaison. La comparaison permet de tirer des conclusions sur les performances propres de l'entreprise et d'orienter l'augmentation de son efficacité. L'utilisation du modèle SCORE à travers cette structure hiérarchique a permis à plusieurs entreprises d'améliorer sensiblement leurs performances. Par exemple, Alcatel dit avoir amélioré ses livraisons ponctuelles de 10 à 50% en 9 mois et réduit ses coûts d'acquisition de matériel d'un tiers. Un autre exemple de Mitsubishi Motors qui a réduit le nombre de ses véhicules qui attendent dans des ports de 45 000 à 0, ce qui a permis à l'entreprise d'économiser 100 millions de dollars. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'il existe 4 modes d'organisation ou niveaux d'évolution de la supply chain. L'organisation fonctionnelle qui optimise localement les processus pour améliorer localement le coût et la qualité. La supply chain intégrée qui élimine les barrières interfonctions, visant ainsi l'amélioration de l'ensemble de la supply chain interne et du service client. La supply chain étendue qui étend la collaboration à des partenaires extérieurs de la supply chain et vise ainsi l'optimisation de la supply chain de bout en bout, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. Et finalement, la supply chain hyper connectée qui utilise les technologies de l'industrie 4.0 pour rendre la supply chain plus productive, plus rapide, plus fiable, plus agile et plus résiliente face à des événements inattendus. On a vu qu'il existe aussi 5 modes de pilotage de la supply chain qui dépendent de l'emplacement du point de découplage dans le processus supply chain. Make to stock ou fabrication sur stock, distribution to order ou la distribution à la commande, assemble to order ou l'assemblage à la commande, make to order ou la fabrication à la commande et finalement engineer to order ou la conception et fabrication sur commande. Finalement, nous avons vu que le modèle SCORE permettait d'augmenter l'efficacité de la supply chain à travers la définition d'un langage commun sous forme de processus sur plusieurs niveaux hiérarchiques, d'indicateurs et de meilleures pratiques du moment pour représenter, évaluer et diagnostiquer la supply chain. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.